sur les pistes du Waitukubuli National Trail. Partie 1, vers les eaux bouillonnantes de la Dominique. Jour 3, 12 brises du matin. 8 heures. Je m'extirpe tant bien que mal du hamac et laisse ma moitié dormir encore un peu. Petit check-up matinal. J'ai le corps tout engourdi et mes yeux peinent à s'aligner. Je dois reconnaître que sans la fatigue accumulée de la veille, la nuit aurait été beaucoup moins agréable. Faut dire que dormir en hamac à deux est un bon test pour mesurer la solidité d'un couple. En effet, entre la chaleur étouffante ou le froid qui remonte dans le dos, les mouvements du conjoint ou bien le bras endolori par son corps avachi, les contrariétés ne manquent pas pour aiguiser les nerfs tout au long de la nuit. Et nous avons prévu de dormir 4 nuits en hamac. On verra bien si notre relation tient le coup. Allez, trêve de plaisanterie. Il est temps pour moi de m'essayer à une activité d'un nouveau genre. Je m'accroupis et envisage une opération risquée. Extirper le sac situé sous le cocon de la bête. Je l'attrape, je le glisse, et ainsi, entre deux ronflements, j'y parviens, étirant au passage mes bras courbaturés. Je m'arrête un instant et constate que le fauve dort encore. Ouf, j'ai eu chaud. Je récupère le briquet, un peu de papier, la casserole et tout le barda. Je pars quelques instants chercher du bois pas trop mouillé, et me voilà à élaborer une stratégie pour allumer un feu. Oui, car en milieu humide, ce n'est jamais simple. Il faut être méthodique. Au bout d'une dizaine de minutes, je finis par trouver une astuce. Peler des branchettes de son écorce avec l'aide d'un couteau afin d'en garder que le cœur. Et après une bonne vingtaine de tentatives, je parviens à faire un petit feu, juste assez grand pour préparer un thé à ma doudou et l'enfumer. Ce qui ne tardera pas à la faire sortir de sa tanière. Nous prenons un semblant de petit déjeuner et replions tranquillement nos affaires. Nous voilà reposés et prêts à en découdre. Mais c'est à ce moment que je ressens quelque chose d'anormal au niveau de ma ceinture et sous mes aisselles. Des démangeaisons peu intenses commencent à apparaître, en formant de légères pustules. Je n'y prête pas plus d'attention. 9 heures, il est temps de mettre une raclée à ce deuxième segment une bonne fois pour toutes. 14. Sur la trace des esclaves. Bon, je vais être honnête. Pour le moment, rien de vraiment palpitant à raconter. On marche et on remarche. Néanmoins, au fur et à mesure que l'on s'éloigne des côtes, les pitons se révèlent de plus en plus. Nous sentons plus de fraîcheur et nous prenons plus de hauteur. Nous sommes en effet maintenant dans les 700 mètres d'altitude et arrivons sur une crête que nous longeons sur plusieurs kilomètres. Des panneaux sont là pour nous expliquer qu'il s'agit d'une trace creusée par les esclaves, toujours dans le but de transporter des marchandises, des productions agricoles, des plantations au port. Je suis admiratif du travail titanesque qui a dû être effectué par ces pauvres gens à cette époque, car de longs corridors d'un bon mètre de large ont été taillés directement dans la roche sur plusieurs dizaines de mètres. Imaginez sur cette crête étroite, chaque jour, des centaines et des centaines de personnes et de mules portant des marchandises formant ainsi une longue file indienne. Nous arrivons au petit hameau Bellevue-Chopin sous les coups des 10 heures du matin. Et malgré l'effort de la veille, nous sommes plutôt en forme. Le village est perché sur les hauteurs. Nous sommes étonnés de voir des quartiers flambant neufs. Le coin semble calme et bien entretenu. Mais ce qui me frappe davantage, c'est l'engouement qu'ont les gens d'ici de fleurir leur territoire. Nous sommes toujours accueillis de longues haies de plumbago, vanillés de Cayenne, croton, hibiscus, salamanda, du bleu, du rouge, du jaune, des ribambelles colorées arborent chaque maison. C'est gai, c'est joyeux, c'est vivant, je dirais même en adéquation avec tous les gens que nous croisons, amusés, curieux et bienveillants. Après avoir localisé une petite échoppe par un brouhaha d'enceinte beaucoup trop fort, nous effectuons un léger ravitaillement d'eau, puis nous quittons le quartier et nous retournons une fois de plus dans la forêt.
15. On the road again. Bientôt midi et la faim nous appelle. Nous trouvons un coin idéal à l'abri des moustiques et du vent. Un petit bout de forêt à plat et surtout pas trop humide. Mon ventre qui gargouille me rappelle qu'il souhaite bien manger ce midi et je suis d'accord avec lui. Pendant qu'Enji écrit quelques notes sur son carnet et réfléchit au menu, moi je suis là à élaborer une stratégie pour faire un bon feu. Allez, citons les étapes. Étape 1. Faire un beau foyer. Je pars chercher quelques pierres et forme un joli rond. Étape 2. Rassembler du bois et peler l'écorce. Je pars chercher quelques petites branches et je les pèle avec mon couteau. Étape 3. Faire un petit tas de brindilles. Étape 4. Former un puits de petits bois. Étape 5. Allumer, arranger le tas, souffler, re-allumer, re-arranger, ressouffler, râler un peu et persévérer, encore et encore. Avec de la patience et un peu de maîtrise, au bout d'une vingtaine de minutes, je parviens à un joli résultat et j'en décline un beau sourire. Ce midi, soupe chinoise et 2 rations pour fêter cette victoire. Angélique s'occupe de la préparation et mélange les sauces. Le repas fut à la hauteur de mes espérances, délicieux et réconfortant. Je remarque que ma compagnonne de voyage se gratte fort elle aussi. Et après auscultation, on distingue un petit nombre de pustules au niveau de la ceinture et des aisselles. Nous sommes donc tous les deux pris du même mal. Et à ce moment-là, nous savons que trop bien ce à quoi nous avons affaire. Nous remballons et continuons notre périple. Cette fois, pas grand-chose à dire de plus, car nous arrivons sur une route et allons la suivre durant une bonne partie de la journée. Néanmoins, les quartiers que nous croisons sont toujours aussi fleuris, les gens sont toujours aussi gentils, et le paysage est toujours aussi radieux. 16. Vallée du paradis. Les heures défilent, mais nous sommes concernés par aucune véritable difficulté. Ça monte, ça descend certes, mais sur de la route goudronnée, ça avance plutôt bien. Nous finissons par la quitter vers les 16 heures et entamons une descente beaucoup plus corsée. Cette fois on y est, dans la forêt tropicale humide que je connais si bien. Quel bonheur de revoir ces immenses bambous, ces fougères arborescentes de plusieurs mètres de haut, les lianes, les chablis qui barrent le chemin, les fromagers, mahogany, acajou, ces arbres colossaux qui se dressent fièrement devant nous. Et tous ces sons qui accompagnent nos pas, les cris d'oiseaux, les siffleurs qui font leur gamme, les battements d'ailes de colibri qui bourdonnent puissamment lorsqu'ils passent près de vos oreilles, ou encore le chant des grenouilles qui appellent la tombée de la nuit. Alors que l'on s'approche du point le plus bas, en glissant tantôt sur les feuilles de bambou et tantôt sur la boue, un son familier se laisse entendre, réconfortant, doux, agréable, le bruit de l'eau. Et là nous la voyons enfin, la rivière large, robuste, qui coule de toutes ses forces le long de cette majestueuse vallée. Croyez-moi, la vue que nous avons en face de nous à ce moment-là offre un paysage idyllique qui s'ancre directement dans votre esprit. Tout est réuni pour sublimer ce moment. Le soleil couchant qui déploie ses vaisseaux lumineux d'un ton orangé, ce vert puissant qui recouvre tous les versants, les reflets animés à la surface de l'eau cristalline, et pour parfaire l'instant, les sons, les odeurs. L'ambiance est féerique. Des oiseaux étranges remontent en rythme bien centré au-dessus de la rivière. J'ai l'impression, à tort peut-être, de deviner la présence d'un perroquet, d'un chant rauque étonnant semblait sortir de son bec. Avant d'atteindre le cours d'eau, nous posons les sacs et cherchons un endroit pour établir notre second campement. Après quelques instants, je trouve un plat, des arbres à bonne distance, pas trop loin de la rivière. Bref, le spot parfait. Un détail près. Une énorme termitière se trouve en plein milieu, de quoi nous faire ressentir un petit frisson. Bon, nous dormirons ailleurs. On longe la rivière et au bout d'une bonne vingtaine de minutes, alors que le soleil traverse sûrement l'horizon, nous trouvons enfin notre petit coin douillet, assez proche et suffisamment loin de l'eau. Rebelote.
On installe hamac, tarpe, moustiquaire, et je m'attelle à mon devoir d'homo erectus, faire un feu. 17. Camp to camp. 17h20. Enfin, nous avons du temps. Du temps pour se laver, du temps pour profiter, mais surtout du temps pour s'installer correctement. Allez, prenons 5 minutes pour parler un peu des rudiments de la survie. B.A.B.A. de l'installation d'un bivouac temporaire en forêt tropicale. Étape 1. Localisation. Trouver un terrain plat de préférence, à proximité d'un bon point d'eau, mais pas trop près. Une centaine de mètres serait l'idéal, pour limiter la pollution, et pas trop loin pour accéder à la ressource sans trop d'encombre, offrant ainsi la possibilité de se laver et de remplir les gourdes. Et évitez bien sûr les eaux stagnantes, hormis si vous aimez cohabiter avec les moustiques, les moucherons, les yin-yin ou les libellules. Étape 2. Pose du hamac. La pose du hamac s'effectue en 3 étapes. D'abord, il faut commencer par trouver 2 arbres situés à bonne distance, placer les cordelettes de fixation autour du tronc, on y accroche le hamac de part et d'autre, et on ajuste de façon à former une légère courbe en forme de banane. Étape 3. Pose de la moustiquaire. Alors, certaines moustiquaires sont déjà intégrées et offrent un considérable gain de temps et de logistique. Mais ce n'est pas notre cas. Il faut donc décrocher un des côtés de la couchette, passer la moustiquaire au travers, puis l'attacher au tronc de part et d'autre. Et ensuite, on finit par la tendre. Bon, j'avoue que la première fois, c'est un peu galère. Étape 4. Pose de la tarpe. Pour les ignorants, la tarpe est en réalité une bâche ou une toile imperméable qui permet de se protéger de la pluie et du vent. Le principe est de la suspendre au-dessus du hamac, veiller à ce qu'elle protège bien toute la zone, puis finir par la tendre correctement si vous ne voulez pas avoir la mauvaise surprise de vous réveiller dans une baignoire. Bon, maintenant que j'ai fini de vous expliquer, on va pouvoir se mettre au boulot. Ce soir, nous rencontrons une difficulté particulière. Il ne manque pas d'arbres, certes, mais beaucoup sont soit trop loin, soit trop près. Et ceux à bonne distance sont soit trop fragiles, soit ne remplissent pas les normes de sécurité en vigueur. Surtout lorsqu'il s'agit de cocotiers. Ah, les cocotiers. Si hauts, si gracieux, symboles du paradis tropical. Pourtant, peu de gens savent que ces derniers sont largement plus meurtriers que les requins. 150 personnes en meurent chaque année. Alors une bonne fois pour toutes, il n'est pas indiqué de faire bronzette sous un cocotier au risque d'avoir le ciel qui vous tombe sur la tête. Et ici, il y en a partout autour de nous. De quoi frissonner. Après une bonne 50aine de va-et-vient, une dizaine de tentatives, des petites engueulades à la sauce. Je te dis que ça ira pas. C'est trop loin. C'est trop près. C'est trop humide. On touche carrément le sol, là. Mais fais pas traîner la moustiquaire par terre. Nous finissons malgré tout par trouver le Graal. Couchage établi, jetant un fil à linge à proximité, et commencent les préparatifs du repas. 18. Seul dans le noir. Alors que j'accumule les tentatives pour allumer le feu, je me gratte, je gesticule et je sautille. Une façon sans doute ridicule de soulager les démangeaisons tenaces qui reprennent de plus belle. Je parviens rapidement à faire un joli feu, sans trop d'encombre, et par me lever précipitamment afin de me purger de toutes ces bestioles qui se délectent de ma chair. À la sortie des vêtements, stupeur. Nos corps tous deux sont recouverts de pustules rutilants, de quoi transformer nos corps d'Adam et Ève en quelque chose de pas très chaste. Nus, on se savonne, on frotte fort et on insiste. Puis on s'immerge dans les zones de la rivière où le courant est au plus fort, avec l'espoir que le bain suffira à noyer ces satanés Aoutas. Oui, car ce sont eux nos ennemis, de microscopiques acariens ne mesurant pas plus d'1 millimètre, quasi imperceptibles à l'œil nu. Ces minuscules prédateurs se terrent dans des bois morts, de l'herbe et toute zone susceptible de rentrer en contact avec une proie, puis choisit le bon moment pour se jeter sur son hôte. De là, le passager clandestin voyage tranquillement, sans que le propriétaire du terrain ne se doute de rien. Il choisit un endroit humide et chaud, il privilégie souvent les aisselles, les seins, les parties intimes, les zones serrées par les lanières du sac ou de la ceinture. Puis finit par creuser son petit chez-soi, il s'installe confortablement et se nourrit sans gêne de notre chair en sécrétant progressivement une salive très irritante. Nous terminons la séance désinfection, nous enfilons des habits secs et propres et entamons la partie agréable de la soirée. Il fait maintenant nuit noire. Nous sommes seuls en pleine immersion. Un spectacle agrémente le moment. Des lucioles scintillent par intermittence autour de nous, pendant qu'un petit bout de chorizo grille sur le feu.
Angie, la cuisinière en chef, accomplit le rite habituel. L'eau est chaude et elle verse maintenant le contenu d'un sachet de soupe forestière. J'aime ce son de nourriture qui mijote au-dessus des craquements d'un feu de bois. Et, tout autour, ce chant des grenouilles, puissant et strident. On décide de conclure le repas par un bon thé chaud et entamons une partie de Catan Duel. Le sommeil commence à se faire ressentir et nous partons nous coucher avec cette pensée effrayante qui occupe notre esprit à tous les deux. Comment dormir avec ces fichus démangeaisons? On se badigeonne d'onctose et d'antiseptique. Et nous voilà prêts à affronter la nuit. Une fois de plus. « 19. Jour 4. Réveil douloureux. Horrible. Voilà un mot pour définir la nuit dernière. On s'est gratté durant de longues heures en se gênant mutuellement, et il est difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. Au matin, nous ne sommes pas plus reposés que la veille. Déprimés, notre motivation flanche grandement. Un petit déjeuner pour reprendre du poil de la bête, un muesli froid et quelques noisettes suffiront pour nous remettre en route. Mais il faut maintenant enfiler nos habits sales, trempés et sûrement infestés d'aouta. Quelle épreuve ce matin de plier bagages et de se préparer au départ. Nous partons, et un silence froid accompagne nos pas pendant plusieurs dizaines de minutes. Nous quittons le lit de la rivière et attaquons la redoutable ascension du Mont Prosper. 450 mètres de dénivelé positif, toujours avec une configuration de sentier en épingle. 10 heures. Nous atteignons le sommet, arrivons au village et marquons ainsi la fin du segment 3. Je rêve d'un bon café chaud. Mais mes espoirs s'éteignent au fur et à mesure que l'on traverse la bourgade déserte. Le temps est moche, il pleut, et je m'équipe de mon poncho me donnant une allure ridicule de quoi faire esquisser le premier sourire de la journée à ma moitié. Nous nous asseyons 5 minutes, bien conscients que nous allons à nouveau quitter le village pour retraverser une forêt humide avant d'atteindre le Bowling Lake. En tout cas, tel était le plan initial. Utiliser un itinéraire bis du Waitukubuli pour atteindre directement le Bowling Lake. Mais un deuxième plan commence à s'envisager peu à peu. Et si nous restions sur le sentier principal, on pourrait atteindre le prochain village et ainsi faire une pause. Une pause, ah, on en rêvait secrètement. Mais il ne fallait pas non plus briser l'image d'aventurier, mais honnêtement, on en avait plus qu'envie. Ainsi, on brise la glace, et on s'accorde tous les deux pour trouver un logement sur Wotenwaven, apparemment connu pour ses célèbres sources d'eau chaude. Un petit tour sur l'appli Airbnb et on réserve une nuit chez Tia. La nouvelle remotive les troupes et nous gagnons en moins de 2 heures notre oasis tant espérée. 20. Chez Tia. Nous voilà assis tranquillement sur une des chaises d'un restaurant de Wotenwaven. Angie boit un bon thé chaud et moi, je savoure mon café tant rêvé. Nous partons maintenant en direction de l'établissement que nous avons réservé. Nous arrivons à l'entrée et une des employées nous accueille. Nous la suivons pour atteindre une terrasse adjacente à ce que je suppose être un bar-restaurant. Angie communique avec elle, puis la serveuse se penche du balcon et appelle à toute voix « Tia! Tia !» Une voix grave se laisse entendre au loin. « Yes, I'm coming !» Chose faite, ils discutent entre eux, et ainsi j'oublie l'instant. Mon regard sillonne l'endroit. J'en déduis avec certitude que ce lieu est parfait pour 2 trekkers épuisés. Ainsi, mes yeux se perdent sur l'étendue. Je constate que le propriétaire a su valoriser un terrain en pente comme il se doit. Un parcours en zigzag bordé de crotons et d'autres plantes ornementales se dessine jusqu'à une rivière en contrebas. Une maisonnette en bois et recouverte d'une épaisse couche de feuilles de palmier alpague l'attention. Je devine rapidement qu'il s'agit des bains chauds en espace privé. Et enfin, je termine mon inspection en voyant en haut, au fond du jardin, des cabanes en bois perchées plusieurs mètres au-dessus du sol. Voilà les fameux cottages. Tia y prépare sans doute notre chambre pour la nuit. Après l'avoir suivi et écouté quelques explications, nous sommes enfin seuls dans cette cabane suspendue.
On lâche nos habits puants, on se douche à peine et on fonce vers les bains chauds. Quel réconfort inattendu! L'eau doit frôler les 35 degrés et on compte bien profiter des 30 minutes autorisées dans l'espace privé pour se ressourcer. Comme un goût de trop peu, nous partons essayer la piscine chaude en bas du parcours, sans limite de durée, et à notre surprise, c'est encore mieux. Une piscine immense découpée en 3 bassins, probablement alimentée directement par la source, s'avère être encore plus chaude et encore plus spacieuse. Nous nous mettons chacun notre tour directement sous le jet d'eau chaude, avec une envie diabolique d'exterminer ces fichues larves d'aouta qui recouvrent notre peau. En voyant cela, les gens qui passent à notre niveau doivent sûrement se demander quel genre de pestiférés nous sommes. Et ainsi, nous allons aller et venir entre la cabane et les bains plusieurs fois dans la journée, en alternant entre jeux de société, sieste, baignade et grignotage. D'ailleurs, à ce propos, NJ ne cesse de me reprocher de piocher dans les réserves. Un petit bout de saucisson de temps en temps, ça fait pas de mal, non? Oh, et puis j'ai été malin, j'ai prévu une petite poche avec des cacahuètes et des amandes, et ça, ce n'est rien qu'à moi. 18h30, nous voilà propres, reposés, au calme, et nous partons rejoindre le restaurant où nous attend notre repas. Pas si mal, un poulet grillé et quelques accompagnements, rien de bien compliqué, mais un repas de luxe pour un périple en trek. Mais c'est surtout les cocktails qui nous font de l'effet. 1, puis 2... et on boira le dernier au bord de la piscine d'eau chaude. Je ne sais pas si c'est la fatigue accumulée ou bien les verres qui sont trop chargés, mais c'est pompette que nous partons nous coucher. Ah, quel plaisir de trouver un lit bien fait et des draps propres. Nous allons passer une très bonne nuit. 21. Jour 5. Trafalgar Falls. Avant-dernier jour de l'aventure. 8 heures. Chaussures lacées, sangles des sacs ajustés, parcours ficelé, cette fois notre détermination est à son comble. On compte bien aujourd'hui atteindre notre objectif, le Bowling Lake. Alors que nous quittons les cases en bois un brin mélancolique, l'enthousiasme dynamise nos pas. Nous quittons Wotenhaven et suivons une route goudronnée qui longe de nombreuses sources d'eau chaude. Ainsi, nous avançons avec une odeur de soufre qui chatouille nos narines. Alors qu'on s'envole presque sur cette descente, on en oublie le paysage. Au premier plan, des champs de canne à sucre bordent la route de part et d'autre, tandis qu'au loin, les reliefs se font discrets, cachés par des cieux grisonnants. Nous voilà à une intersection, un panneau l'indique. Les Trafalgar Falls sont à 2 miles. Nous sommes dans les temps. Évidemment, nous ferons le détour. En moins d'1 heure, nous atteignons les chutes d'eau. C'est le moment pour Angie de s'adonner à un de ses passe-temps préférés, la photographie. Elle attrape une partie de son matériel, qu'évidemment je sors de mon sac, et puis, moi, assis sur le banc, je mange des cacahuètes en cachette, tout en la regardant en train d'ajuster son trépied et son objectif pour immortaliser la moindre goutte d'eau qui s'échappe de ces puissantes cascades. 2 cascades. Elles se nomment The Mo... Non, attendez, vous avez déjà entendu la qualité de mon accent, je préfère vous la faire en français. À droite coule la maman, et à gauche coule le papa. Ces 2 bras appartiennent à la même rivière, la Three Piton River, qui prend sa source dans le même secteur que le Bowling Lake. On se rapproche. D'après la carte, nous sommes encore bien au sud de la Dominique, mais nous ne sommes plus très loin du premier quart. 22. Time out. Séance photo terminée, Angélique remballe son matériel, et je profite de ce temps pour m'adonner à un jeu que j'affectionne particulièrement. Mon regard s'enfuit vers l'horizon, et mes pensées se perdent dans la rêverie. Un moment consacré pour ne faire qu'un avec le lieu. Mais cette fois, cela ne fonctionne pas. En effet, une étrange sensation m'empêche d'apprécier l'endroit à sa juste valeur. Pourtant, cet endroit est magnifique, mais difficile d'expliquer pourquoi. C'est comme si tout le charme du lieu est terni par son importante accessibilité. Ici, tout est aménagé pour permettre à tout le monde d'en profiter. Et peut-être que j'estime que l'effort à fournir ne me semble pas assez grand. La difficulté n'est peut-être pas assez élevée pour mériter tout ça. Angélique a fini, et nous voilà quelques instants plus tard, à nouveau sur le trail. La voie nous invite à traverser un petit hameau et croiser le chemin de quelques riverains souriants.
Nous quittons la route et commençons une nouvelle ascension. À peine 1 heure plus tard, nous avons pris de l'altitude, et un point de vue s'offre à nous. À vol d'oiseau, nous sommes à peine moins de 500 mètres de distance des Trafalgar Falls, et nous voyons la route à nos pieds, 400 mètres plus bas. Moment de répit terminé, nous repartons. Mais mes yeux se figent à nouveau sur une affiche, scotchée sur un arbre. Il s'agit d'un avis de recherche pour la jeune Française, Marion Hermier, qui a disparu 2 mois plus tôt sur le sentier que nous arpentons. Revoir cette affiche me plonge pendant plusieurs minutes dans des réflexions de tout genre. Tantôt, j'imagine la détresse que peut ressentir la famille, et tantôt, j'essaye de comprendre les circonstances dans lesquelles la randonneuse a disparu. 11h45. Nous arrivons à Lauda. La carte l'indique, nous sommes tout proches du départ de la randonnée pour le Bowling Lake. Notre enthousiasme est à son comble, car nous sommes maintenant à 2 doigts d'atteindre notre objectif final. 12h20. Nous arrivons sur un petit parking aménagé, et d'après ma carte, je comprends que nous sommes à l'entrée des Titoues-Gorges. La rivière est à gauche, on l'entend, et on voit même des touristes équipés d'un gilet de sauvetage descendre les marches une à une avec hésitation. Et à droite, un grand bâtiment, sans doute un hôtel, et en bas, une vendeuse de souvenirs en tout genre. Et face à nous, je le vois, l'entrée du sentier, là, à quelques mètres. À nous, le Bowling Lake. On s'approche avec entrain, quand soudain, une voix rauque et peu amicale nous apostrophe violemment. Le cri venait de l'étage du bâtiment et commence à nous arroser de questions. Angie se défend du mieux qu'elle le peut, et moi je suis toujours là, aussi impuissant de compréhension. Mais je comprenais parfaitement ce qu'il se passait. De la discussion je discernais quelques mots. Ranger, too late, no camping here. Avec un air dépité, Angie me confirme mon inquiétude. Nous sommes arrivés trop tard. Le sentier est fermé depuis 12 heures, depuis 20 minutes. Pour éviter tout risque que quelqu'un se perde ou ne soit pas de retour avant la nuit. Sa voix voltigeante nous affirme qu'il est strictement interdit d'y camper et que le seul moyen de voir le site est de revenir le lendemain à partir de 5 heures. Sans aucune solution à nous proposer, le ranger nous fit partir aussi rapidement que nous sommes arrivés. Un goût amer dans la bouche, nous remontons tous les deux la côte jusqu'à Lauda. Angie tente de m'apaiser en relativisant la situation, mais moi, mes pensées se focalisent sur ce type qui nous a empêchés d'atteindre notre objectif, à cause d'une mesure ridicule viable pour des touristes américains obèses. Je suis conscient que nous n'avions qu'aujourd'hui pour atteindre le lac, car demain notre bateau est planifié pour 14 heures. 6 heures de temps de marche minimum pour faire la rando sans compter le temps de retour pour rejoindre Roseau. De plus, nous n'avons même plus d'argent de poche pour envisager de prendre un taxi. Nous nous asseyons 5 minutes pour faire le point. Alors, que fait-on ? Je marmonne à Angie. Alors que je suis focalisé sur cet échec, Angie essaie de me remotiver, en cherchant et en analysant la situation avec calme. À ce stade, il est compliqué d'envisager un contournement pour atteindre le Bowling Lake. Toutefois, nous prenons la carte touristique fournie par le Visitor Center plus tôt, et la décortiquons avec sérieux. Bingo! D'après le tracé, il existe 2 autres accès. Un au sud, mais beaucoup trop loin pour l'envisager. Mais un autre se fait désirer plus au nord, aux abords du Freshwater Lake, à un joli détour, qui va nous valoir une marche longue et pénible, mais nous permettra sans aucun doute de camper non loin de notre objectif. L'entreprise me semble ardue, mais jouable. Nous allons devoir faire vite. Il est déjà bientôt 13 heures. 23. Dernière chance. Pour atteindre le Freshwater Lake, il nous faut continuer sur une longue route, sur environ 2,5 km. Mais un taxico providentiel passe à notre niveau. Nous levons la main et quelques minutes plus tard, nous arrivons sur le site, en dépensant les derniers sous consacrés au trajet retour vers Roseau. On se débrouillera. La météo n'est pas très accueillante, pas du tout même. D'un côté, on imaginait le sommet du Mont Macaque totalement camouflé par le brouillard, et de l'autre côté, le lac d'eau froide.
On peut observer se refléter sur l'eau la couverture opaque des nuages gris. De la boue, de la brume, de la pluie, il ne manquait plus que de la neige pour rendre la situation encore moins encourageante. Je n'apprécie guère l'endroit, et au fur et à mesure que nous suivons le chemin de randonnée qui fait le tour du lac, ma motivation flanche peu à peu. Mais Angie, elle, semble rester enthousiaste. Toujours dans cette ambiance glaçante, la carte m'indique que l'on s'approche de la fameuse intersection. 14 heures, nous y sommes. On fait quelques mètres sur le chemin, il n'est pas accueillant du tout. Étroit et broussailleux. Ah, ça c'est sûr, il transpire l'aventure. Dans le froid et dans le doute, on s'accorde un petit moment pour manger et pour réfléchir. Le tracé sur la carte est plus que foireux, ça c'est une certitude. Ce chemin me fait même penser au Piton du Carbet. Sauf que le chemin des Pitons du Carbet, on le connaît bien, on le connaît par cœur même. Et puis on est équipé, on a des coutelas, des cordes. Là on n'a rien, et en plus il est tard. Oh, ce chemin m'inquiète beaucoup même. Sur son portable, Angie cherche des informations concernant ce soi-disant sentier, qui est pourtant bien visible sur la carte touristique. Elle gratte les quelques mégaoctets restants de son forfait internet. Nada. Aucune info, hormis un article qui explique qu'un touriste a tenté de passer par ce chemin et a été retrouvé seulement 6 jours après s'être perdu dans la forêt. Je pense à Marion Hermier, je pense au danger. Ça ne vaut pas le coup de tout risquer juste pour ça. Je regarde Angie et je la décourage aussi. Tant pis, c'est comme ça. La décision est prise. Nous renonçons une bonne fois pour toutes.